Nous sommes dans le cours sur la trigonométrie, nous allons parler des fonctions sinus et cosinus. Alors, vous avez deux options pour ce cours. La première option, c'est l'option un peu challenge, c'est de regarder tout le cours papier et d'essayer de le comprendre seul, juste avec ce qui est écrit. Je pense que la plupart d'entre vous peuvent le faire, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de mes explications. Donc voilà, c'est un petit défi que je vous lance. Pour les autres, ceux qui préfèrent avoir des commentaires ou qui lisent la version papier et qui trouvent que ce n'est pas clair, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait faire comme une sorte de grande introduction en vidéo qui durera 10 ou 20 minutes. Et je vais parler de ces 5 points dans mon introduction qui sont listés ici. Et je vous mets le lien entre chacun de ces points et les définitions ou les propriétés du cours ici en bleu auxquelles elles correspondent. Donc par exemple, mon premier point, il correspond à la première propriété. Donc là, l'ordre est respecté. Mais vous voyez, ensuite, cette propriété correspond au point 5. Donc l'ordre n'est pas forcément respecté. Je défile pour que vous puissiez voir directement dans ma introduction de quelle partie vous avez besoin si jamais il y a un point du cours papier spécifique que vous ne comprenez pas. Voilà. Comme ça, vous pouvez aller directement au point 3, par exemple, si ce qui vous intéresse, c'est juste d'avoir un commentaire de ça. On y va pour l'introduction. Du coup, ça veut dire que je ne reviendrai pas ensuite dans le détail de tout ce cours-là. Je ferai juste rapidement, au moment où j'ai fini, un rapide lien pour vous dire, ben voilà, ce que je viens d'expliquer correspond à ceci. Mais je ne détaillerai pas, on ne va pas tout lire ensemble. Définition de la fonction sinus et de la fonction cosinus. Alors pour tracer ces fonctions, en fait, on a besoin de deux choses. On a besoin d'abord d'un repère, comme ça, qu'on appelle un repère orthonormé, avec l'origine et le point 1. Et puis, on a besoin, deuxièmement, d'un cercle. Donc, je trace un cercle. Voilà. J'essaye de tracer un cercle parfait, comme Michel-Ange. Alors, je suis mal parti. On dit que... je crois que c'est Michel-Ange. On dit, ou Raphaël, je ne sais plus. En tout cas, un peintre italien de la Renaissance. On dit qu'il était capable de tracer des cercles parfaits à main nue. Enfin, à main nue, c'est pas comme si c'était un combat de boxe, mais voilà, en tout cas, il les traçait mieux que moi. La fonction sinus et la fonction cosinus, en fait, on va les définir en étendant une corde. Je prends un grain un peu plus épais, une corde le long du cercle que je suis en train de tracer là. Et cette corde, elle a pour longueur x. Et je vais projeter ici la valeur qu'on a en abscisse, donc cette longueur. Et je vais définir comme ça le cosinus de x. Et je vais faire la même chose en ordonnée. Je projette. Et ici, j'ai un point. Et cette longueur, ce sera le sinus de x. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le sinus et le cosinus? Quel est le lien avec Pythagore? Bon, le théorème de Pythagore, c'est qu'on a un triangle rectangle qui vaut A, B et C, et A au carré, donc la surface de ce carré, A au carré, plus B au carré, donc la surface de ce carré-là, est égale à la surface du carré de l'hypoténuse, c'est égal à C au carré. A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Et bien ici, on a la même chose. Et c'est très important parce qu'en fait, les sinus et les cosinus, ils font le lien entre la géométrie du cercle et la géométrie des triangles rectangles. Voilà, donc ces deux points, c'est fondamental de la géométrie. Et c'est pour ça que les sinus et les cosinus, c'est aussi fondamental en géométrie. Ça fait le lien entre le cercle et le triangle rectangle. Alors, il est où le triangle rectangle? Bah, regardez, je vais le faire apparaître là. Je trace l'hypoténuse. Ici, j'ai déjà un côté. Et puis, le deuxième côté, ça va correspondre à la hauteur du sinus. Donc, au lieu de la dessiner là, je vais la dessiner là, en bleu. Voilà. Donc, vous voyez, mon triangle rectangle, il est là. Et alors, ce côté, combien est-ce qu'il vaut? Lui, on sait, il vaut cosinus de x. Lui, on sait, il vaut sinus de x. Et lui, combien vaut-il? Bah, vous vous souvenez,
mon cercle trigonométrique, je lui ai fait un rayon 1. Donc lui, il vaut 1. Et j'en profite pour dire, j'ai oublié de le dire dans la définition du sinus et du cosinus, qu'un cercle trigonométrique, un cercle trigonométrique, c'est un cercle qui a un rayon 1 et dont le centre est centré sur l'origine. Voilà, tout simplement. Et c'est le cercle dont on se sert pour définir les cosinus et les sinus. Alors voilà pour le lien avec Pythagore. Oups. Parlons du tableau de variation. Alors, si je regarde les cosinus, on voit que la valeur maximum qu'ils peuvent prendre, c'est 1. Et la longueur minimum qu'ils peuvent prendre, c'est moins 1. Donc, déjà, mon cosinus, il est compris entre 1 et moins 1. Et au niveau des sinus, c'est pareil. La hauteur maximum qu'on peut prendre, c'est 1. Et la longueur minimum, c'est moins 1. Donc, mon sinus, il est compris entre 1 et moins 1. Et c'est d'ailleurs une des propriétés que vous avez dans le cours. Ben voilà, c'est écrit juste ici également. Traçons son tableau de variation. Donc, on va essayer comme ça. Peut-être que je vais remonter un petit peu ça, sinon on ne va pas y voir grand-chose. Voilà. Donc je trace un repère pour le cosinus et je trace un repère pour le sinus. Oups. On y va, pardon. Oups. Ok. Donc 0, on va mettre 1 à peu près ici, et 1 à peu près là, et là on fait la même chose. Ok, donc voyons ce qui se passe au niveau des cosinus quand je fais grandir la longueur x. Ok, donc la longueur x, on va la faire partir de 0. Je suis encore en rouge là, donc je repasse en noir. Hop. Donc notre longueur x, elle vaut 0 ici. Donc peut-être que je peux effacer tout ça, on gagnera en clarté, je pense. Voilà. Et mon cosinus, hop, il est là. Et ici, il n'y a plus rien, et c'est tout noir. Donc ma longueur x vaut 0 ici. Ah oui, j'ai oublié de préciser, ici, ça en abscisse, c'est la longueur x. Hein. C'est la longueur x. Et en ordonnée, là, ça va être le cosinus, et là, ça va être le sinus. Donc quand ma longueur x vaut 0, on est ici. Que vaut le cosinus? Le cosinus vaut tout ça. Donc le cosinus, il vaut 1. Donc on est ici. Et ensuite, je vais faire grandir ma longueur x, comme ceci. Et en même temps que je vais faire grandir ma longueur x, et ben, mon cosinus, il va prendre des valeurs de plus en plus petites, comme ça. Il va diminuer jusqu'à être à la verticale de l'axe des ordonnées, jusqu'à valoir 0. Ok, donc mon cosinus, il va diminuer comme ça. Alors, il diminue, et il diminue de plus en plus vite. Et alors, où va-t-il arriver? Autrement dit, que vaut cette longueur x là? Elle vaut pi sur 2. Comment je le sais? Eh ben, je repars de la formule du périmètre d'un cercle. Que vaut le périmètre de ce cercle? Il vaut 2πr. 2πr, c'est la formule de tous les périmètres. Et ici, que vaut le rayon? Il vaut 1. Donc à la place de r, je mets 1. Donc en fait, ce périmètre, il vaut 2π. Donc tout ça, ça fait 2π. Donc ça veut dire qu'un demi-tour, c'est pi. Et qu'un quart de tour, c'est pi sur 2. Donc ici, x, pour l'instant, il faut pi sur 2. Donc j'arrive ici, et là, ma valeur de x, c'est pi sur 2. Voilà. Ok. On continue. Mon cosinus, pardon, donc ma longueur x augmente. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des cosinus? Il va commencer à prendre
une valeur négative, ici. Donc en fait, il va aller vers le bas, il va d'abord augmenter très vite, et puis au fur et à mesure que x va se rapprocher de la verticale, vous voyez là, x parcourt un grand chemin, et mon cosinus, lui, il parcourt pas un très grand chemin. Et plus j'arrive à la verticale, vous voyez toute la longueur que parcourt x, là, je suis pas la bonne, toute la longueur que parcourt x, et bah cosinus, il parcourt une longueur beaucoup plus petite pendant ce temps, juste ça, hop. Et donc ça veut dire que la longueur parcourue devient de plus en plus petite. Donc la courbe va s'aplatir. Et ici, j'ai parcouru la moitié du cercle trigonométrique. Donc ici, je suis à la valeur pi. Et pi sur 2, je vais le mettre en noir. Voilà. Et là, il vaut moins 1. Et regardons maintenant ce qui se passe si mon x prend des valeurs négatives. Donc, je vais effacer ça. On remet un petit coup de... Hop. Allô, il y a de l'encre dans le stylo? Voilà, on met un petit coup de cercle trigonométrique. Regardons maintenant x qui prend des valeurs négatives. Okay, donc x au début, il vaut 0, donc on se resitue là. Et puis on va descendre comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe quand x vaut cette valeur ou plutôt on va dire que x ça vaut ça. D'accord, et là, ici on est à la valeur moins x. Ok, par exemple, si la x valait 1, bah, là on est en moins 1. Et au niveau du cosinus, bah, le cosinus ici, c'est le même. Ce qui signifie que le cosinus de x, c'est la même chose que le cosinus de moins x. Peut-être je ne vais pas développer plus tard, on y reviendra bien dans les détails quand on parlera de symétrie. Ouais, on va faire ça. On va finir de construire le tableau de variation et on reviendra à ça quand on parlera de symétrie. Excusez-moi, je fais pas vraiment dans le bon ordre. Mais du coup, si en x c'est la même chose qu'en moins x, la valeur, ça veut dire qu'ici on va avoir une symétrie. Donc ici c'est moins 1, et donc ici c'est moins pi sur 2. Et vous voyez la valeur en pi sur 2, c'est la même qu'en moins pi sur 2. J'ai une symétrie par rapport à l'axe OY. Et au niveau du sinus, bah, vous pourriez vous amuser, en tout cas le faire vous-même, comme j'ai fait, voir comment le sinus varie quand j'augmente la longueur de x. Et en fait, vous obtiendrez une courbe qui ressemble à ça. Donc pareil, les points de repère, ça va être pi sur 2, pi, moins pi sur 2, et moins pi sans barre de fraction. Et quand je trace, je vais obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça monte jusqu'à pi sur 2. Et ensuite, à pi, qu'est-ce que je fais? Ça ressemble pas à ça, c'est comme ça. Et ensuite, à pi, oulala, attendez, je fais n'importe quoi. Ça ressemble pas du tout à ça, la courbe. C'est comme ça, normalement. Voilà. Donc ça monte jusqu'à pi sur 2, et à pi, ça redescend. Et ici, on aurait quelque chose qui ressemble à ça. Donc par exemple, pourquoi est-ce qu'en pi là, ça vaut 0? Bah regardez, quand x vaut pi, ça veut dire que je fais un demi-tour. Vous vous souvenez, pi c'est la moitié du périmètre, donc j'ai fait un demi-tour. Et le sinus, quand j'ai fait tout ça, il a augmenté, hop, jusqu'à atteindre 1. Et puis quand x a continué de l'autre côté, le sinus a diminué jusqu'à atteindre 0. Vous voyez ici, on a un sinus de 0. Donc c'est pour ça qu'en pi ça vaut 0. Et en fait, tout ce tableau de variation, vous pouvez le reconstituer vous-même et retrouver, comme je l'ai fait, en fait,
assez facilement les deux tableaux de variation qui sont ici. Ils peuvent si on a oublié, si on les connaît plus par cœur, ils se reconstruisent très facilement. Okay, là, évidemment, je n'ai pas parlé des dérivés, mais je parle simplement de ces valeurs-là et de ces valeurs-là. Enfin, voilà, ce qui est en haut, le x et le sinus de x, le x et le cos de x, pas les dérivés, évidemment, dont on n'a pas parlé. Voilà, donc comme vous avez le tableau de variation dans le cours, je ne vous le détaille pas, mais ce que vous avez dans le tableau de variation correspondra exactement à ce que j'ai tracé ici. Alors développons un peu maintenant qu'on a parlé du tableau de variation, qu'on a vu comment on le construisait. Parlons de la symétrie. Oups. Oh là là. Donc la symétrie, on peut la voir ici. Vous voyez, cet axe-là, c'est un axe de symétrie. Vous voyez, on a un miroir ici sur la fonction cosinus. Donc on a une symétrie par l'axe des ordonnées, donc par l'axe OY. Et ici, on a une symétrie centrale. Donc ici, je pourrais préciser quand même axiale. Et ici, on a une symétrie centrale. Symétrie centrale par l'origine, donc par O. Et au niveau mathématique, cette symétrie axiale se traduit par ce qu'on avait marqué tout à l'heure, cosinus de x est égal à cosinus de moins x. Hein. Donc pour ceux qui seraient arrivés en cours, ce qu'on avait dit, c'est que si la longueur x, elle va jusqu'ici, vous voyez, ça correspond à un certain cosinus. Et donc si je vais dans l'autre sens, que je regarde la longueur moins x, bah, on tombe sur le même cosinus. Donc le cosinus de x, c'est le même que le cosinus de moins x. Et comment ça se traduit ici? Bah, ça veut dire que la valeur que j'ai ici en x, ce sera la même qu'en moins x. La valeur que j'ai ici, ce sera la même qu'en moins x. La valeur que j'ai ici, ce sera la même qu'en moins x. Et donc ça explique cette symétrie axiale. Et au niveau des sinus, eh bien, ici pour x, on a un sinus comme ça, là, qui monte jusqu'ici, qui prend une certaine valeur. On va dire qu'il vaut la valeur a, que tout ça, ça fait a. Et puis de l'autre côté, ça descend, et donc le sinus, il vaut la valeur moins a. Donc autrement dit, le sinus de x, là, tout ça, ça valait a. Pour moins x, il vaut moins a. Donc, si tout ça c'est a, moins a, ce sera moins sinus. Moins sinus. Et c'est sinus de quoi? C'est sinus de moins x. Donc on a cette formule que le sinus de x est égal à moins sinus de moins x. Et alors comment ça se traduit? Eh bien, ici, j'ai le sinus de x qui vaut pi. Là, j'ai le sinus de moins x. Non, là, c'est pas intéressant parce que ça va valoir 0. On va prendre cet exemple plutôt. Donc, ici, le sinus de pi sur 2, il vaut 1. Donc, ici, on aurait sinus de pi sur 2 et il vaut 1. Et ici, on a le sinus de moins pi sur 2 et il vaut moins 1. Donc, on a le sinus de moins pi sur 2 et sa valeur, c'est moins 1. OK? Et donc, sinus de pi sur 2, c'est égal à moins sinus de moins pi sur 2, parce que 1, c'est égal à moins 1. Moins 1, ça fait plus. Donc on voit que l'égalité se vérifie bien dans cet exemple. Donc ces deux formules de symétrie, ces deux symétries, hein, quand on regarde graphiquement, et ces deux formules on les retrouve dans le cours ici. Pour les formules. Donc impair, ça veut dire symétrie. La courbe représentative fait une fonction qui est avec une symétrie centrale et là avec une symétrie orthogonale. Hein, c'est ce qu'on avait dit, pair et impair. Peut-être que je peux vous le marquer là. Donc ça, c'est une symétrie comme ça, c'est une fonction paire.
Et une symétrie comme ça, c'est une fonction qu'on appelle une fonction impaire. Ça veut dire qu'il y a ce type de symétrie, pair et impair. Ça n'a rien à voir avec pair et impair divisible par 2. Et ici, vous avez tout ce qui concerne les axes de symétrie. Donc symétrique par rapport à O et symétrique par rapport à OY. C'est bien ce dont je vous ai parlé. Nous finissons avec la périodicité. Ce qui se passe dans mon cercle trigonométrique, c'est que, allez, j'en refais un, c'est que quand j'ai fini un tour, tout recommence. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends x. Je lui donne une certaine valeur, celle-ci. Ok? Et je regarde au niveau de son cosinus. Donc voilà, son cosinus, il vaut tant. Donc j'ai le cosinus de x. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour plus x. Donc je vais parcourir tout mon cercle trigonométrique. Je vais faire un tour. Donc ce tour, il vaut 2π. On avait dit le périmètre du cercle. Et une fois que j'ai fini mon cours, je vais encore avancer un petit peu jusqu'ici. Donc 2π plus x. Et alors regardons le cosinus. Ah bah c'est le même. Donc autrement dit, le cosinus de x, c'est pas les bonnes couleurs, il est égal au cosinus de 2π plus x. Et pour le sinus, c'est la même chose. Autrement dit, quand on a avancé de 2π, on a fait un tour complet. Pour le cosinus et le sinus, ça ne change rien. Le cos de x est égal au cosinus de 2π plus x. Donc ça veut dire que au niveau de ma courbe, si je regarde le cosinus, si je suis à un point, par exemple, je sais pas, je suis là, et si j'avance de 2π, donc vous voyez là on a π, et on aurait à peu près ici 2π. Si j'avance de 2π, donc autrement dit, x il fait un tour complet, puis au niveau du graphique, on va se retrouver du coup là. Si cos de x est égal à cos de 2π plus x, ça veut dire que ici on va avoir la même valeur. Donc je vais faire une croix ici. Et en dessous, ça va faire la même chose. Si je prends ce point et que j'avance de 2π, je vais me retrouver là. Et si je prends ce point et que j'avance de 2π, je me retrouve là. Puis je viens même un peu empiéter. Et donc tout ce qu'on a ici va se retrouver comme ceci. Et si je fais la construction avec tout le reste du graphique, en fait, je vais voir que toute cette forme-là, je vais la retrouver une deuxième fois, un peu décalée. Et ça marche aussi de l'autre côté. Cette forme que j'ai ici, au centre, je vais retrouver la même, un peu décalée. Et ça, on appelle ça la périodicité. Donc, cos de x est une fonction de périodicité de pi. Autrement dit, ce que j'ai ici, j'obtiens la même chose si je fais une translation par un vecteur 2π. Autrement dit, ça recommence tout le temps, éternellement, tous les 2π, on aura la même chose. Et si je regarde ce qu'on a ici, c'est ce dont on nous parle dans cette propriété de la périodicité de pi. Je pourrais faire exactement la même chose avec mes vecteurs de pi, etc. pour sinus de x. Comme c'est la même chose, je ne réexplique pas, mais on va donc avoir une courbe qui va, pareil, être la même.
tous les 2 pi. Et nous avons fini pour cette vidéo.